Abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud, chapitre 2. La puissance du ça exprime la finalité propre de la vie de l'individu. Elle tend à satisfaire les besoins innés de celui-ci. Le ça n'a pour finalité ni la conservation de la vie, ni une protection contre les dangers. Ces dernières tâches incombent au moi, qui doit également découvrir le moyen le plus favorable et le moins dangereux d'obtenir une satisfaction, compte tenu des exigences du monde extérieur. Quant au surmoi, bien qu'il représente d'autres besoins encore, sa tâche essentielle consiste toujours à réfréner les satisfactions. Nous donnons aux forces qui agissent à l'arrière-plan des besoins impérieux du ça et qui représentent dans le psychisme les exigences d'ordre somatique le nom de pulsions. Bien que constituant la cause ultime de toute activité, elles sont par nature conservatrices. En effet, tout état auquel un être est un jour parvenu tend à se désinstaurer dès qu'il a été abandonné. On peut distinguer une multitude de pulsions, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait généralement. Il importe de savoir si ces nombreuses pulsions ne pourraient pas se ramener à quelques pulsions fondamentales. Nous avons appris que les pulsions peuvent changer le but par déplacement, et aussi qu'elles sont capables de se substituer les unes aux autres, l'énergie de l'une pouvant se transférer à l'autre. Ce dernier phénomène reste encore imparfaitement expliqué. Après de longues hésitations, de longues tergiversations, nous avons résolu de n'admettre l'existence que de deux pulsions fondamentales, l'éros et la pulsion de destruction, les pulsions opposées l'une à l'autre, de conservation de soi et de conservation de l'espèce, ainsi que l'autre opposition entre amour du moi et amour d'objet, entre encore dans le cadre de l'éros. Le but de l'éros est d'établir de toujours plus grandes unités, donc de conserver, c'est la liaison. Le but de l'autre pulsion, au contraire, est de briser les rapports, donc de détruire les choses. Il nous est permis de penser de la pulsion de destruction que son but final est de ramener ce qui vit à l'état inorganique, et c'est pourquoi nous l'appelons aussi pulsion de mort. Si nous admettons que l'être vivant n'est apparu qu'après la matière inanimée et qu'il en est issu, nous devons conclure que la pulsion de mort se conforme à la formule donnée plus haut et suivant laquelle une pulsion tend à restaurer un état antérieur. Pour l'éros, la pulsion d'amour, nous ne pouvons appliquer la même formule, car cela équivaudrait à postuler que la substance vivante, ayant d'abord constitué une unité, s'est plus tard morcelée et tend à se réunir à nouveau. Dans les fonctions biologiques, les deux pulsions fondamentales sont antagonistes ou bien combinées. C'est ainsi que l'action de manger est une destruction de l'objet avec pour but final l'incorporation. Quant à l'acte sexuel, c'est une agression visant à accomplir l'union la plus intime. Cet accord et cet antagonisme des deux pulsions fondamentales confèrent justement au phénomène de la vie toute la diversité qui lui est propre. Par analogie avec le couple de nos pulsions fondamentales, nous sommes entraînés, au-delà du domaine de la vie, jusqu'à la paire d'opposés qui règne dans le monde anorganique, attraction et répulsion. Toute modification dans la proportion des pulsions unies l'une à l'autre a des retentissements les plus évidents.
Un excédent d'agressivité sexuelle fait d'un amoureux un meurtrier sadique. Une diminution notable de cette même agressivité le rend timide ou impuissant. Il ne saurait être question de confiner chacune des deux pulsions fondamentales dans une quelconque des régions du psychisme, car on les rencontre nécessairement partout. Voici comment nous nous représentons l'état initial, toute l'énergie disponible de l'éros que nous appellerons désormais libido, se trouve dans le moi-ça, encore identifié et sert à neutraliser les tendances destructrices qui y sont également présentes. Pour désigner l'énergie de la pulsion de destruction, nous ne disposons pas d'un terme analogue à celui de libido. Ensuite, il devient relativement facile d'observer les destins ultérieurs de la libido. En ce qui concerne la pulsion de destruction, cette observation est plus malaisée. Aussi longtemps que cette pulsion agit intérieurement en tant que pulsion de mort, elle reste muette. Et elle ne se manifeste à nous qu'au moment où, en tant que pulsion de destruction, elle se retourne vers l'extérieur. Cette diversion semble indispensable à la conservation de l'individu. Elle est accomplie grâce au système musculaire. À l'époque où s'instaure le surmoi, des charges considérables de la pulsion d'agression se fixent à l'intérieur du moi et agissent sur le mode des autodestructeurs. C'est là l'un des dangers qui menacent la salubrité du psychisme et auquel l'homme s'expose quand il s'engage dans la voie de la civilisation. Réfréner son agressivité, en effet, est en général malsain et pathogène. On observe souvent la transformation d'une agressivité entravée en autodestruction chez un sujet qui retourne son agression contre lui-même. Par exemple, en s'arrachant les cheveux, dans un accès de colère ou en se labourant la figure avec ses poings. Cet individu aurait certainement préféré infliger ce traitement à autrui. Une fraction d'autodestruction demeure en tous les cas à l'intérieur de l'individu jusqu'au moment où elle réussit enfin à le tuer. Pas avant, peut-être, que sa libido soit entièrement épuisée ou désavantageusement fixée. Il nous est ainsi permis de supposer que l'individu meurt de ses conflits internes, tandis que l'espèce, au contraire, succombe après une lutte malheureuse contre le monde extérieur, lorsque ce dernier se modifie de telle façon que les adaptations acquises ne suffisent plus. Il est difficile de dire ce que devient la libido dans le ça et dans le surmoi. Tout ce que nous en savons concerne le moi, où s'accumule au début toute la charge disponible de la libido. C'est à cet état de choses que nous donnons le nom de narcissisme primaire absolu. Il persiste jusqu'au moment où le moi commence à investir libidinalement les représentations d'objets à transformer en libido d'objets, la libido narcissique. Durant toute la vie, le moi demeure le grand déversoir d'où les investissements libidinaux partent vers les objets et où aussi ils sont ramenés, à la manière d'une masse protoplasmique qui pousse ou retire ces pseudopodes. C'est seulement dans le plein état de passion amoureuse que la majeure partie de la charge libidinale se trouve transformée à l'objet et que ce dernier prend, dans une certaine mesure, la place du moi. Un autre caractère important de la libido, c'est sa morbidité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle elle passe d'un objet à un autre. Au contraire, on dit qu'il a fixation de libido quand elle s'attache, parfois pour toute la vie, à certains objets particuliers.
Il est indéniable que la libido a des sources somatiques, qu'elle se répand dans le moi à partir de divers organes et endroits du corps. Ceci apparaît le plus nettement pour cet élément de libido que d'après son but pulsionnel, on appelle excitation sexuelle. On donne le nom de zone érogène aux parties du corps d'où part principalement cette libido. Mais à vrai dire, le corps tout entier constitue une zone érogène. Ce qui nous a surtout permis de connaître l'éros et, partant ce qui sert d'indice, la libido, c'est l'étude de la fonction sexuelle qui, pour le public, sinon dans nos théories scientifiques, se confond avec l'éros. Nous avons pu nous faire une idée de la manière dont la tendance sexuelle qui joue un tel rôle dans notre vie se développe peu à peu grâce au rapport successif de plusieurs pulsions partielles qui représentent des zones érogènes déterminées.